suis honoré de vous parler aujourd'hui pour vous présenter l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, je vais faire ça dans une perspective qui va aussi montrer les liens avec les neurosciences. Et comme l'a dit Pascal, eh bien effectivement, j'ai créé une start-up, enfin une entreprise ici au sein de Neuropsy avec une mission éducative, puisque ces petits robots que vous avez déjà vus dans le hall et dont je vais vous faire à nouveau une démo, eh bien c'est un outil qu'on a développé pour enseigner l'intelligence artificielle de manière particulièrement concrète. Et donc, justement, je vais vous faire la démonstration de cet usage. En guise d'introduction, j'aime bien ces temps-ci montrer cette image que vous reconnaîtrez du film Matrix. On doit choisir entre la pilule bleue et je reste dans un monde dominé par les machines où j'ai une vie heureuse, mais en fait, c'est pas du tout moi qui suis en vrai contrôle de la situation. Et la pilule rouge pour découvrir et affronter la réalité. Alors, la question qu'on pose, c'est voulez-vous apprendre comment marche l'IA ou seulement apprendre à l'utiliser? En effet, si on va juste apprendre à utiliser l'IA, c'est tout à fait recommandé, hein, c'est pas pour dénigrer l'utilisation de l'IA, bien au contraire. C'est même nécessaire avec tous les changements du monde du travail, etc. Mais en fait, les risques qui peuvent se produire, c'est d'être dans la dépendance vis-à-vis de ces outils. Et puis aussi une forme de passivité qui va faire que peut-être on va un peu moins exercer, je sais pas, son sens critique, ses propres capacités cognitives, etc. Alors que finalement, prendre le contrôle de l'IA, eh bien, ça va avoir plusieurs vertus. Donc, il s'agit déjà de démystifier, donc de comprendre comment ça marche et donc d'avoir du recul par rapport à l'IA. Ça va être bien sûr, on va être plus efficace dans l'utilisation de l'IA. Et puis, le but aussi, c'est pour contrer cette dépendance, c'est d'avoir nos propres élites. Alors, la France, on est pas mal placé. On a de très bons chercheurs et ingénieurs et entreprises en IA. Mais bon, faut continuer à former cette élite. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Sachant que même s'il y a la partie former une élite, le but, c'est d'enseigner l'IA à tous. Et donc, c'est là un petit peu les innovations de l'entreprise Learning Robots. C'est une pédagogie unique qui va rendre les choses particulièrement concrètes et même ludiques. En trois étapes. L'étape 1, ça va être l'étape de la découverte du fonctionnement de l'IA, et on va le découvrir à travers l'entraînement de robots apprenants. Donc ça va être très marrant. Je vous montre tout de suite deux vidéos. Alors une vidéo avec des enfants. Non, vas-y. Donc là, vous voyez, en fait, les enfants entraînent leur IA en le pilotant, et ensuite leurs IA sont entraînées, et on fait une course entre les robots qui sont pilotés maintenant par les IA. C'est exactement l'activité qui vous est proposée, qui vous a été proposée dans le hall, donc j'imagine que certains d'entre vous l'ont faite. Malheureusement, elle va être démontée pour cet après-midi, mais si vous voulez un peu plus de démos à la fin de la présentation, je pourrais toujours vous le faire. Donc vous voyez, c'est très enthousiasmant de découvrir l'IA à travers la manipulation et d'entraîner son propre robot, puis après d'être énervé parce que c'est pas mon robot qui a gagné la course, comment ça se fait? Eh bien, le jeu, la base de données d'entraînement que tu as constituée pour ton robot, elle n'est pas suffisamment bonne. On verra les détails de ça tout à l'heure. Et donc, voilà, il y a un engagement qui est très fort. Et figurez-vous que ça marche aussi avec les adultes. Donc là, maintenant, vous allez voir, c'est un atelier qu'on a fait dans la société, avec la société Chanel, et donc un petit peu de pub également. Si vous, dans vos entreprises, ça vous intéresse d'avoir une sorte d'initiation ludique à l'IA pour vos collaborateurs, et bien, vous pouvez faire appel à nous. Donc là, vous voyez, c'est avec toute la DRH de la branche Chanel Parfum Beauté. On a exactement la même activité, le même enthousiasme, et des personnes qui peuvent arriver en étant un peu réfractaires par rapport à l'IA ou un petit peu dans la crainte par rapport à l'IA. À partir du moment où ils se sont appropriés l'IA en étant eux-mêmes les acteurs de l'IA, eh ben, ils sont beaucoup plus enthousiastes ensuite pour mener des projets d'IA au sein de l'entreprise. Donc l'effet recherché par les personnes qui ont commandé notre atelier, c'était bien sûr une acculturation un petit peu technique, mais aussi de créer un état d'esprit favorable à de futurs projets d'IA dans l'entreprise.
Alors ça, c'était la partie découverte seulement, parce qu'après, on va beaucoup plus loin. On a une partie visualisation pour aller afficher à l'écran des détails des algorithmes. Alors, on va en faire une petite partie seulement aujourd'hui. Et là, ça nous permet de donner des cours de niveau licence, voire des TP au niveau master. Et au cours de ces TP, on va aussi coder l'IA soi-même dans le langage de programmation Python. Donc, je vous propose une introduction à l'intelligence artificielle, donc, qui va commencer elle-même par une introduction un peu historique. Et puis après, je vais vous montrer trois grandes étapes dans l'IA, ou plutôt trois différentes formes d'IA qui vous permettent de clarifier un petit peu ce qu'on entend par intelligence artificielle. Donc, il va y avoir les IA des années 1980, qu'on a appelé communément système expert. L'idée principale était qu'on fixe des règles de décision à la machine. Vous voyez, on donne des règles, on encode des règles dans un programme et la machine exécute ces règles de décision. Et dans les années 2000, est arrivée la vague du machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage machine, et vague qui avait été initiée déjà dans les années 50, mais qui n'a eu vraiment beaucoup de succès que à la fin des années 90. Et maintenant, l'idée, c'est que plutôt que de devoir coder toutes les règles à l'intérieur de mon IA, eh bien, mon IA va être capable d'apprendre à partir d'exemples. Et donc, je vais juste pouvoir fournir des exemples. Et à partir des exemples de décision, elle va être capable elle-même de créer ses règles de décision. Et ensuite, il y a une autre catégorie. Alors, il y a d'autres sous-catégories dont je ne vais pas parler, mais une qui me semble très intéressante, c'est l'apprentissage par renforcement. Parce que quand on fournit des exemples, ben, il y a encore une tâche très forte de l'humain qui doit produire les exemples. Et donc, vous êtes au courant que l'IA repose sur des armées de petites mains qui doivent annoter des images, faire des prompts et des réponses, et évaluer les réponses des prompts, des modèles de langage, etc. Et donc, dans l'apprentissage par renforcement, par contre, on va encore une étape plus loin parce que l'IA, elle apprend complètement par elle-même. Alors, pas tout à fait, mais c'est-à-dire qu'elle va elle-même tester des choses et elle va créer sa propre base de données en testant des choses, et l'humain intervient avec un rôle un peu plus secondaire, c'est-à-dire que l'humain est dans l'évaluation de ce que fait l'IA. Alors, bon, dans certains cas, ça va être évaluer toutes les questions une par une d'un modèle de langage, les réponses, je veux dire, d'un modèle de langage, mais dans d'autres cas, par exemple, l'apprentissage automatique de jouer au jeu d'échecs, eh bien, c'est juste d'avoir mis les règles du jeu d'échecs et les règles de la victoire et de la défaite dans un ordinateur qui va contrôler la partie, et puis la machine, maintenant, on n'a plus rien à faire, elle va juste jouer des millions de parties contre elle-même et apprendre toute seule à jouer aux échecs. Donc en fait, j'aurai une petite conclusion sur les enjeux humains, mais en fait c'est très simple pour mon exposé. S'il y a une chose à retenir, bah, c'est ce petit diagramme. C'est en fait c'est le fruit de tout un effort pour essayer de parler de l'IA de manière simple, de différentes manières de faire de l'informatique. Aujourd'hui, quand on met des règles directement dans une machine, on va plus tellement appeler ça de l'IA. On appelait ça de l'IA dans les années 80, mais aujourd'hui, bah voilà, c'est de l'informatique, c'est des algorithmes, etc. On va réserver le terme IA, intelligence artificielle, quand il y a de l'apprentissage. Et donc, soit de l'apprentissage à partir d'exemples, soit de l'apprentissage par renforcement. Mais aujourd'hui, l'apprentissage supervisé reste vraiment le plus utilisé. Alors, rentrons à l'intérieur. Je commence par une petite introduction historique. Donc voici trois exemples d'IA qui ont vraiment été saisissants pour le grand public. Donc en 1997, l'ordinateur Deep Blue battait le champion du monde aux échecs. Donc, échecs, discipline réputée pour les personnes très intelligentes. Et ben voilà qu'une machine était plus intelligente qu'un des hommes les plus intelligents du monde. En 2016, la réédition d'un exploit comparable avec AlphaGo, mais je vous montrerai juste après que ce n'est pas exactement la même chose. Et puis en 2022, ChatGPT. Mais en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas forcément une technique. Vous voyez, derrière ces différentes réalisations, il y a différentes techniques. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, on parle surtout de machine learning, mais si on regarde de manière beaucoup plus large, à une échelle historique, c'est pas forcément ça la définition de l'intelligence artificielle. La définition de l'intelligence artificielle, c'est en fait un projet. C'est pas une technique en particulier, c'est le projet. Et quel projet, ben, vous devinez bien, c'est de mettre dans une machine
l'intelligence. Et quel est le modèle aujourd'hui de l'intelligence? Eh bien, c'est l'homme. Donc, le projet il a été formulé de manière très explicite lors de l'invitation à une conférence, la première conférence sur l'intelligence artificielle en 1956. Et fait important, la moitié des participants étaient des informaticiens, bien entendu, mais l'autre moitié étaient des neurobiologistes. Donc, vous voyez l'importance du cerveau humain et de la compréhension du cerveau humain dans la recherche en intelligence artificielle. Et donc, je vous lis un petit passage du texte d'invitation à cette conférence. Nous proposons qu'une étude de 2 mois sur l'intelligence artificielle soit menée au cours de l'été 1956 au Dartmouth College. L'étude doit se dérouler sur la base de l'hypothèse selon laquelle chaque aspect de l'apprentissage ou toute autre caractéristique de l'intelligence peut en principe être décrit avec une telle précision qu'une machine peut être conçue pour le simuler. Donc vous voyez, chaque aspect de l'apprentissage ou toute autre caractéristique de l'intelligence peut être en principe décrit avec une telle précision. Ça, c'est le boulot de la neuroscience. On comprend comment fonctionne le cerveau. Et l'informatique, elle intervient quand une machine va être conçue pour le simuler. Une fois qu'on a modélisé le fonctionnement du cerveau, eh bien, on va l'implémenter dans une machine. Je lis aussi la fin, parce que c'est intéressant. Il n'y a pas une tentative, vous voyez, de définir de manière formelle ce qu'est l'intelligence. On donne plutôt des exemples. On tentera de trouver comment faire en sorte que les machines utilisent le langage, forment des abstractions et des concepts, résolvent des types de problèmes actuellement réservés aux humains et s'améliorent. Donc en fait, je pense que la définition propre de l'intelligence, comme on ne sait pas le définir de manière exhaustive, eh bien, c'est de dire ce sont les tâches cognitives que sait faire un humain. Et donc le but, c'est de mettre dans l'IA ce que c'est faire l'IA. Alors, et donc ce projet, alors comme on parle d'IA à toutes les sauces, aujourd'hui il y a eu un nouveau champ sémantique qui est de distinguer les IA faibles et les IA fortes. Donc les IA faibles, c'est celles qui résolvent certaines tâches ou celles qui sont un petit peu sur le chemin de ce projet d'intelligence artificielle, tandis que l'IA forte, eh bien c'est cette IA en projet de créer des machines qui reproduisent l'intelligence du cerveau humain. Donc, si on parle des IA d'aujourd'hui, on va plutôt parler d'IA faibles, parce que ce sont des intelligences qui réalisent seulement certaines tâches, même s'il y a déjà débat aujourd'hui sur le fait que, est-ce que ChatGPT, on peut dire qu'il sait faire juste certaines tâches, ou est-ce qu'il n'a pas déjà une intelligence un peu générale qui lui permet de faire beaucoup de tâches différentes les unes des autres. Mais je laisse la partie un petit peu philosophique et éthique sur le côté, j'en reparlerai en conclusion, mais je vais rentrer maintenant dans le comment ça marche. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que le jeu d'échecs avait été résolu par l'aspect règle de décision. Vous vous rappelez, mais c'était le premier de mes petits pictogrammes, alors que de battre l'humain au jeu de Go ou bien les modèles de langage, ça s'appuie sur le machine learning. Donc j'ai pas le temps d'aller dans les détails de comment fonctionne par exemple, l'algorithme de Deep Blue qui avait battu Garry Kasparov et de le comparer au machine learning, mais simplement, on pouvait se demander comment ça se fait que cet algorithme-là n'avait pas marché sur le jeu de Go, et vous savez, c'est à cause des problèmes de combinatoire. C'est-à-dire que quand on peut jouer quand on joue aux échecs, il y a à peu près, je sais pas, à chaque fois une dizaine de coups qui, honnêtement, valent la peine d'être étudiés. Quand on joue au jeu de Go, à chaque fois qu'on a à jouer, on peut placer son petit pion sur n'importe lesquelles des cases disponibles. Et je ne sais pas exactement, mais c'est une, voire plusieurs centaines de coups possibles. Et donc l'explosion combinatoire, quand on veut regarder à plusieurs étapes en avance, elle n'est pas du tout la même sur le jeu de Go. C'est pour ça qu'on avait prédit au moment de la victoire de l'ordinateur aux échecs, que finalement ça n'arriverait jamais sur le jeu de Go. Oui, ça n'arriverait jamais en utilisant les mêmes méthodes, mais en utilisant des méthodes liées à l'apprentissage, où en fait la machine joue toute seule des millions de parties contre elle-même. Eh bien, on y arrive parce que la machine, petit à petit, développe une stratégie d'évaluation des différents coups, et elle devient capable de choisir les bons coups. Donc, je vais aller maintenant directement dans le machine learning, en commençant par parler de l'inspiration biologique. Donc, en fait, vous avez certainement déjà entendu parler de réseaux de neurones artificiels dans une IA.
effectivement, si on appelle, s'il y a des réseaux de neurones artificiels, c'est bien que ça s'inspire des neurones biologiques dans le cerveau. Donc allons voir, de toute façon, je pense qu'avec tout ce que vous avez vu hier et aujourd'hui, vous avez déjà appris plein de choses sur le cerveau. Mais là, vous allez voir un enregistrement donc, de neurones en microscopie de photons, où on peut voir l'activité électrique des neurones sous forme d'augmentation du signal de fluorescence. Donc vous allez voir les neurones, je vais démarrer un film, ils vont clignoter en rouge. Donc là, on a une odeur qui va être présentée dans le museau de cette souris qui est anesthésiée. Et on démarre l'enregistrement. Et vous voyez, quand l'odeur est présentée, ça fait un petit carré bleu ici. Et on voit des neurones s'allumer en rouge. Et donc, en fait, il faut bien penser que tout ça, c'est le résultat d'une chaîne de neurones qui sont connectés les uns avec les autres. On a des neurones qui ont été activés au niveau du museau, qui ont envoyé des décharges électriques dans le bulbe olfactif. Ces décharges électriques se sont rassemblées pour activer des neurones dans le bulbe olfactif. Et de proche en proche, il y a eu des activations qu'on voit ici dans le cortex olfactif. Ces activations vont continuer de se propager, et notamment vers le cortex moteur. Et le cortex moteur va envoyer une commande qui, si la souris n'était pas anesthésiée, ferait bouger la souris. Alors, si l'odeur, c'est l'odeur d'un renard, et ben, la souris, elle va s'enfuir. Mais si l'odeur, c'était plutôt l'odeur d'un fromage, eh bien, la souris, d'autres neurones se seraient activés, causant une action de se rapprocher de ce fromage. Eh bien, dans un réseau de neurones artificiels, on a repris le concept, en fait. On s'est dit, eh bien, on va avoir plein de petites unités élémentaires qu'on va appeler des neurones artificiels. Et vous les voyez, ce sont ces petits carrés qui sont noirs ou qui s'allument en différentes couleurs. Et ces neurones artificiels, eh bien, ils vont avoir chacun un comportement simple. Ils vont être connectés les uns avec les autres. Et en fonction de leur connexion, eh bien, ils vont bien activer les bons neurones qu'il faut par derrière. Donc, pour récapituler, on a 3 types de neurones. On a les neurones d'entrée qui, eux, sont activés par le signal d'entrée qu'on donne à ce réseau de neurones artificiels. Donc ici, vous voyez, c'est l'image d'une caméra qui va activer des neurones d'entrée. Ensuite, des activations sont transmises via toutes ces connexions. Vous voyez tous ces traits là de différentes couleurs aux neurones à l'intérieur de l'IA. Et ensuite, ces neurones font des calculs par le biais de leur connexion et ça va activer des sorties. Initialement, quand on a un réseau de neurones artificiels, on commence avec des connexions complètement aléatoires. Et au cours de l'apprentissage, ces connexions vont être modifiées pour renforcer les connexions qui mènent à choisir les bonnes sorties. Donc l'apprentissage va en fait modifier les connexions à l'intérieur du réseau de neurones artificiels. Alors là, je n'ai pas marqué réseau de neurones, j'ai marqué modèle d'IA parce que finalement, les réseaux de neurones, ça ne reste qu'un algorithme d'IA au milieu d'autres, même si c'est aujourd'hui celui qui a complètement triomphé. Donc, de manière plus formelle, qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle aujourd'hui dans le contexte du machine learning? Eh bien, c'est un modèle qui va modéliser une fonction. Et donc, le but de cette fonction, c'est sur certaines entrées de prédire les bonnes sorties. Et donc, voici des exemples de modèles et de fonctions qu'on veut modéliser. Donc, par exemple, pour le robot AlphaI, ça va être sur les images que je vois par ma caméra, de choisir la bonne décision de mouvement, aller tout droit, tourner à droite, etc. GPT, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une phrase et il veut, dans cette phrase, prédire quel sera modélisé, quel sera le mot suivant le plus probable. Et en fait, comme ça, en tournant plusieurs fois de suite, il est capable de générer des phrases entières. Mais on peut donner des tonnes d'exemples. Un algorithme de recommandation, en fait, on a cliqué sur des articles sur un site marchand et il va nous proposer des nouveaux articles qui pourraient nous intéresser. Mais il y a des applications beaucoup plus industrielles ou médicales. Donc là, une radiographie. On veut sur cette radiographie, en sortie, annoter quelles sont les zones de la radio qui ont, par exemple, un infarctus ou d'autres choses. On peut faire des choses encore plus complexes. Sur une image, non seulement reconnaître ce qu'il y a dans l'image, mais détecter des émotions. On peut analyser du texte, détecter par exemple des suspicions de spam sur du mail, analyser des CV, analyser des données complètement hétérogènes. Par exemple, si on veut surveiller une certaine valeur à la bourse, analyser à la fois les nouvelles économiques qui parlent potentiellement de cette valeur et le cours passé de la valeur pour essayer de faire des prédictions du cours futur de cette valeur. Voilà, je ne vais même pas détailler tous les exemples qui peuvent exister.
mais vous êtes bien conscient qu'en fait, l'apprentissage automatique a des répercussions dans tous les secteurs d'activité. C'est pour ça que c'est si important. Maintenant, allons voir ce fameux apprentissage du modèle. Parce que là, on n'a parlé que de ce qu'on voulait faire, mais pas du tout de comment ça marche. Donc en fait, déjà, le principe de base de cet apprentissage, dans le cadre de l'apprentissage supervisé, c'est qu'on donne des données d'exemple. Donc, les données d'exemple, ça veut dire je donne des exemples d'entrée, donc des radios, mais je donne aussi les exemples de bonnes sorties. C'est-à-dire qu'un expert va annoter, par exemple, les radiographies pour dire où est-ce qu'est le myocarde, où est-ce qu'il y a un infarctus, etc. Et de telle sorte que maintenant, sur ces données, on fait tourner l'apprentissage. Ensuite, le modèle a été entraîné, c'est-à-dire qu'il a bien réglé tous ces petits paramètres. En l'occurrence, si c'est un réseau de neurones, les connexions à l'intérieur du réseau de neurones. Et après apprentissage, eh bien, on lui donne une nouvelle entrée et il est capable de générer la sortie correspondante tout seul, alors que cette entrée ne faisait pas partie de ses données d'entraînement. C'est aussi ce qu'on appelle la capacité de généralisation. On lui donne des exemples et il généralise à partir de ces exemples. Alors, venons-en au petit robot AlphaI. Donc, normalement, si vous avez bien suivi, vous pouvez deviner ce que je vais montrer. En quoi consistent les données d'entraînement du robot AlphaI? Eh bien, ce sont des images qu'il voit par sa caméra et les actions correspondantes. Alors, dans l'interface de notre logiciel, elles vont s'imprimer comme ça. Tous les exemples d'images où je les fais tourner pivoter à gauche, les exemples d'images où je les fais aller légèrement à gauche, les exemples d'images où je les fais aller tout droit, etc. De telle sorte que sur une nouvelle image, eh bien, il va être capable de choisir la bonne action. Alors, je crois que la suite, voilà, c'est tout de suite, c'est la démo. Donc, alors nous, quand on fait des ateliers, bien sûr, au moment où on passe à la démo, on va inviter le public à venir autour d'une très grande arène et chacun va entraîner son robot. Mais là, c'est moi qui vais le faire devant vous. Je bascule dans le logiciel, je me connecte à un de mes deux robots, là, que je place dans l'arène. Et donc, je vais lui donner des exemples de ce qu'il doit faire. Donc là, par exemple, il voit ce qu'il voit dans sa caméra, vous voyez, c'est la piste toute blanche devant, donc il peut aller tout droit. Je lui dis, va tout droit. Hein, là, je lui dis encore, va tout droit, encore un coup. Et puis maintenant, vous voyez, le mur du fond s'est rapproché, et sur cette image-là, c'est une image sur laquelle on peut tourner à gauche. Donc je lui dis, tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à gauche. Là, si je fais des virages à gauche, vous avez vu, je vais pas réussir à le faire mon grand virage. Il vaut mieux que je fasse un pivot à gauche pour tourner plus fortement. Voilà, je me mets bien dans le sens de la piste. Maintenant, je peux repartir tout droit. Ah, voilà. Là, c'est pareil, il faut pivoter. Alors, voilà, j'ai fait faire un tour au robot. Vous allez voir, il va être capable de faire un tour à son tour, mais l'apprentissage n'est pas complet, d'accord? Donc je fais exprès de le stopper là pour voir ce que ça donne à ce niveau-là, et puis après on va l'améliorer. Donc là, je le passe en mode autonome, et maintenant l'IA prend les décisions. Vous voyez, tout droit, et puis là, ah, je vais augmenter la vitesse d'apprentissage. Hop. Vous voyez, alors là en fait, vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle le signal d'erreur. C'est-à-dire que ce que je vous montrais, là, l'apprentissage, c'est en fait une optimisation. C'est-à-dire qu'on va y régler les paramètres du modèle pour qu'il prenne les bonnes décisions. Mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, vous voyez. Il n'est pas capable comme ça de dire, ah ben la bonne valeur des paramètres, c'est ça. Donc en fait, c'est une optimisation qui implique une procédure de convergence où les paramètres vont être modifiés petit à petit. Et on peut modifier, il y a une vitesse d'apprentissage qui peut accélérer ou pas, mais si on met cette vitesse trop haute, on peut avoir des phénomènes qu'on appelle d'instabilité, d'oscillation, etc. Donc vous avez vu, il y avait un signal d'erreur qui diminuait lentement. J'ai augmenté la vitesse d'apprentissage, il a appris plus vite. D'accord? Et là, normalement, il a bien appris. Donc je le remets exactement dans la même situation.
Et là, je le passe autonome. Et là, vous voyez, il tourne. Donc déjà, vous avez vu un premier aspect qui est que l'apprentissage n'est pas forcément immédiat. Maintenant, voilà. Bon, là, il s'est mis dans une situation pas terrible, mais il arrive à s'en sortir parce que je lui avais appris à pivoter quand il voyait le mur, là, vous voyez, très proche. Donc, il s'en sort. Par contre, là, il va s'en sortir, mais juste pas du tout. Pourquoi Pourquoi, à votre avis, il s'en sort pas du tout? Ouais, il a jamais vu. Là, en fait, il faudrait qu'il tourne à droite. Je lui ai jamais appris à tourner à droite. Donc lui, pour l'instant, quelle décision il choisit quand là, il décide d'aller tout droit. Bah, finalement, cette image-là, elle ressemble peut-être plus à ces exemples-là d'images que à ceux-là ou à ceux-là. Donc il va généraliser comme il peut. Mais bien évidemment, il est dans une situation nouvelle qui ne sait pas interpréter a priori. Et donc, vous voyez, là, ça, c'est un premier exemple des biais des IA. Les biais des IA, eh bien, c'est quand les IA rencontrent une situation nouvelle et ne savent pas généraliser, font des erreurs de généralisation. C'est aussi ce qu'on va voir dans les hallucinations des modèles de langage. En fait, on pose une question par rapport à un domaine où il n'a pas de base d'entraînement, eh bien, il va produire quelque chose qui peut-être va avoir l'air correct, mais en fait, qui est complètement inventé. Donc là, je vais améliorer l'apprentissage. Je lui donne des exemples. Donc, je vais en profiter pour lui donner une série d'exemples. Eh bien, c'est déjà le moment d'éviter l'obstacle. Pareil, il faut éviter l'obstacle. Pareil, parfois il se bloque ici. Là, il faut tourner à droite. Là, même quand je suis comme ça, il est presque intérêt à ça. Vous avez vu tout à l'heure, il a mal anticipé le moment où il fallait tourner. Donc, je lui donne des exemples supplémentaires d'anticipation. Et puis là, ça. Et puis quand je suis vraiment comme ça, là, dans le mur, bah vraiment, il faut tourner. Voilà. Donc là, maintenant, je l'ai normalement mieux entraîné. On va voir comment ça se passe. Allez. Ouais. Encore un exemple. Là, je pars dans une mauvaise direction. Eh bien, je me tourne. À la rigueur, on va carrément le mettre là. Je suis carrément, voilà, ici, complètement à l'envers. Allez, autonome. Aïe. Donc vous voyez là encore des situations où il généralise pas bien. Donc que cela ne tienne, hein, il suffit d'aller repérer les moments où il a du mal et, et voilà. Là en fait, je triche encore un petit peu, c'est-à-dire qu'avec le clavier, je le contrains un peu. Je lui impose des décisions. Voilà. Donc ça se rapproche. Peut-être qu'il faudrait encore lui faire deux, trois tours de piste pour lui donner encore plus d'exemples, parce qu'il y a peut-être des moments en fait où je l'ai fait se retourner sur lui-même, qui ressemblent à des moments où il faut aller tout droit, et donc d'aller cartographier un petit peu la piste pour bien savoir quand est-ce qu'il faut tourner ou bien se retourner, ou bien aller tout droit. Donc voilà pour la première démo. Je vois le temps qui avance. Donc revenons encore sur cette démo.
Donc, je vous ai montré, vous avez vu, il y a eu des exemples où l'IA n'a pas très bien fonctionné. D'accord? Donc là, vraiment, les mauvais fonctionnements des IA, c'est ce qu'on appelle les biais des IA. Et vous voyez, c'est pas du tout comme pour ceux qui font de la programmation, quand on écrit un programme, on peut avoir des bugs, etc. C'est qu'on n'a pas pensé à tous les cas. Là, c'est un peu la même chose, hein. Sauf qu'on programme plus avec du code, on programme l'IA avec des exemples, avec des données. Donc, on peut avoir des, entre guillemets, des bugs, mais qui vont être plutôt liés aux données que j'ai données à manger à l'IA et aux situations nouvelles dans lesquelles elle se met. Donc, en fait, il y a deux biais qu'on peut rencontrer. Il y en a un, bien sûr, comme j'ai piloté le robot de manière parfaite quand je l'ai entraîné, on ne l'a pas rencontré, ce biais-là. Mais le biais explicite, c'est si j'avais même fait des erreurs dans les données d'entraînement. Donc, si les données d'entraînement avaient des erreurs du genre, il y a un mur à gauche, je tourne à gauche et je fonce dans le mur. Ben, bien entendu, l'IA, elle aurait répété la même erreur. Alors ça, quand on fait des ateliers, il y a beaucoup de gens qui se trompent entre la droite et la gauche, surtout quand le robot vient en face et il faut inverser, etc. Et du coup, cette erreur, elle arrive souvent. Maintenant, c'est pas tout d'avoir des données. Donc là, on corrige, on dit, maintenant, quand le mur est à gauche, on tourne à droite, et là, le robot va se corriger. Mais c'est pas tout. Il peut y avoir d'autres problèmes. C'est ce qu'on a rencontré. Si je n'ai pas pensé à tous les cas, et ben, je peux avoir des nouvelles situations où le robot fait une erreur de généralisation, mais qui est plutôt due au fait que je n'ai pas tout prévu. D'accord? Donc ça, c'est à bien retenir par rapport à l'apprentissage supervisé. C'est terminé pour l'apprentissage supervisé, mais bon, vous allez peut-être vous dire, c'est un peu frustrant, on m'avait promis de comprendre comment ça fonctionne, et là, je ne vois pas beaucoup de fonctionnement. Donc, je vais vous montrer quand même un petit peu la visualisation du réseau de neurones. Là, vous voyez, vous avez le réseau de neurones qui prend les décisions. Donc, qui fait un certain nombre de calculs, pour, donner des valeurs à chacune des actions possibles. Donc, vous voyez, sur cette image-là, eh ben, les calculs vont donner un maximum de valeurs à l'action ici, pivotée à gauche. Je me demande pourquoi c'est celle-là qui gagne d'ailleurs. Mais si je le mets là, au centre, eh bien celui qui gagne, vous voyez, le calcul le plus fort, c'est celui pour l'action aller tout droit. Maintenant, ce qu'on va faire pour rendre les choses beaucoup plus simples, eh bien, je vais simplifier à mort l'environnement. Je vais apprendre quelque chose de beaucoup plus simple au robot. Je vais lui apprendre juste à se balader dans cette arène et à éviter les murs quand il le peut. Quand il se rapproche trop d'un mur. Donc, là, pour expliquer, eh bien, son champ de vision, en fait, on l'a réduit à juste 2 pixels, qui est qu'est-ce que je vois à gauche et qu'est-ce que je vois à droite. Donc là, bon, il ne voit pas trop de murs. Mais je mets le robot comme ça, vous voyez, là, il voit un mur, et il le voit, et là, il voit le mur du côté droit, mais pas du côté gauche, d'accord? Et donc, je vais l'entraîner quand il est dans cette situation-là à tourner à gauche. Et, attendez, je vais afficher même les petites valeurs. Donc vous voyez, je lui ai pris à tourner à gauche, et là, le réseau de neurones, on voit ce qui se passe à l'intérieur du réseau de neurones. Il me dit, bah, en fait, quand ce neurone-là est activé et pas celui-là, eh bien, je veux tourner à gauche, donc je vais faire une connexion forte entre ce neurone d'entrée et l'action tourner à gauche, de telle sorte que ben, quand ce neurone s'allume, eh bien, ça va allumer l'action tourner à gauche. Maintenant, je vais lui dire, ben, là, je vais encore lui apprendre à tourner à gauche, mais par contre, ici, je vais lui dire d'aller tout droit. Donc là, maintenant, il se dit, ah, ok, quand les deux sont activés, il faut aller tout droit. Donc, il se dit, ben, en fait, ce neurone-là, donc il y a tout le processus d'optimisation dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, il va augmenter l'activité de ce neurone-là, de cette connexion. Il fait même, là, vous voyez, en bleu, c'est des connexions négatives. De telle sorte que quand il n'y a que le neurone va envoyer quelque chose d'encore plus fort à l'action aller tout droit. Alors là, il n'est pas encore assez tourné. Vous voyez, par sa connexion négative, il commence à diminuer ça et à augmenter ça.
Vous voyez, en fait, les connexions qui ont été formées à l'intérieur du réseau de neurones, c'est ce que je vous expliquais aussi quand je vous montrais les bonnes connexions à l'intérieur du cerveau de la souris. Eh bien, les bonnes connexions vont privilégier les bonnes prises de décision. Et donc là, il manque une dernière chose à lui apprendre. Voilà. Et donc là, maintenant, il est en train encore de modifier ses connexions. Il va plutôt augmenter cette connexion-là, finalement. Quand celui-là est actif, je dois aller à droite. Et en fait, c'est seulement quand les deux seront actifs en même temps que, comme tous les deux viennent activer l'action aller tout droit, eh bien, c'est tout droit va l'emporter. Donc là, maintenant, on est dans une situation où il a correctement appris. Et donc, vous voyez, quand il se rapproche d'un mur à sa gauche, il tourne à droite. Et quand il se rapproche d'un mur à sa droite, il va tourner à gauche. On va le voir qu'il va tourner à gauche. Voilà. Donc voilà ce qu'on permet d'aller découvrir. Alors bon, comme on n'a qu'une heure en tout, je vais passer à la suite. Mais vous voyez, le but, c'est vraiment de démystifier. Et quand je vous ai montré, là, la course de robot, ça pouvait paraître très impressionnant. Qu'on arrive à lui apprendre comme ça à se débrouiller à l'intérieur du circuit, avec juste quelques exemples. Maintenant, je lui ai aussi montré quelques exemples, mais on a été décomposer l'image de la caméra, quand est-ce que les 2 pixels sont plus allumés, moins allumés. On a montré les connexions à l'intérieur du réseau de neurones, et on voit que effectivement, les bonnes connexions permettent de prendre les bonnes décisions. Donc simplement, quand on va passer à une image plus riche et aussi un parcours à faire plus compliqué, eh bien, ça va être aussi des histoires de connexion comme ça, mais simplement à un niveau beaucoup plus ramifié. Donc voilà pour ce qui est de l'apprentissage supervisé. Et je garde un petit peu de temps pour l'apprentissage par renforcement. Donc, vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé pendant mon introduction. Maintenant, l'IA, elle va apprendre toute seule par essai-erreur. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais lui montrer au robot, je vais le faire avec le robot. Je vais pas lui montrer ce qu'il doit faire dans telle et telle situation. Je vais le laisser se débrouiller. Par contre, il va recevoir des notes par rapport à ce qu'il fait, des notes positives, négatives, qui vont lui donner des indications de quelles actions étaient bien choisies et lesquelles étaient mal choisies. Et après, il va faire son apprentissage. Alors, on peut penser un peu comme quand on dresse un petit animal, on va lui donner des récompenses s'il a fait ce qu'on attend de lui. Bon, là, j'ai un petit film, mais je vais le sauter. Donc, maintenant, on va avoir le robot qui va apprendre tout seul. Et vous voyez, la différence au niveau du graphique, c'est qu'avant, les données, elles étaient en bleu parce qu'elles étaient données par l'humain, alors que maintenant, c'est l'IA qui produit ses propres données. L'humain ne fait que donner une récompense. Alors là, maintenant, dans le programme, vous allez voir, il va y avoir un affichage supplémentaire, récompense, qui va apparaître. Alors, c'est pas moi qui, au fur et à mesure, vais donner des récompenses. En fait, j'ai créé un autre petit programme auxiliaire qui analyse les mouvements du robot. Et grosso modo, il va donner 100 points si le robot arrive à aller tout droit. Il va donner, je ne me rappelle plus, 80 ou 89 quand le robot fait un virage. Et par contre, il va donner des points négatifs si le robot va en arrière ou si le robot essaye d'aller tout droit ou essaye de faire un virage, mais qu'il reste bloqué à cause d'un obstacle. Donc en fait, le robot, c'est pas trivial parce que il va devoir aller tout droit le plupart du temps, mais quand il commence à voir un obstacle, il aura plutôt intérêt à ne pas foncer dedans tout droit, mais à l'anticiper et à tourner à gauche ou à droite. Donc je vais montrer cet apprentissage. Alors c'est un apprentissage qui prend 10 minutes, donc on va le voir que le début de l'apprentissage. Voilà, il va analyser à nouveau l'image de sa caméra. Là, on voit le réseau de neurones qui va prendre les décisions. Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher plutôt la base de données qu'il va fabriquer tout seul. D'accord? Donc je lance cet apprentissage. Et regardez bien, vous voyez, il accumule plein de données dans sa base de données. Et dans cette base de données, il retient à chaque fois l'image qu'il voyait, l'action qu'il a faite, la récompense qu'il a reçue et la nouvelle image sur laquelle il arrive. Donc analysons ce que fait notre robot. Pour l'instant, il tourne en rond. Voilà, là il se prend un mur et vous voyez, quand il se prend le mur, il se met à clignoter en rouge parce qu'il reçoit des punitions. D'accord? Donc il va devoir... Ah, on ne voit pas dans la caméra parce qu'il est... Bon, vous le verrez à un autre moment. Donc là, quand il arrive à avancer, il clignote en vert. C'est dommage.
Voilà. Vous voyez, là, hop, quand il se bloque, il pivote, il reçoit du rouge. Alors, vous voyez, de temps en temps, il reçoit du bleu. Qu'est-ce que c'est que le bleu? Alors, le bleu, c'est quand il fait des explorations. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous voyez, il donne une note à chacune des actions possibles. Donc, si j'arrête à un moment donné, là, par exemple, je suis face à un mur, je pense que tourner, pivoter à gauche, ça vaut 51. Attendez, j'arrête l'apprentissage. 52. Aller légèrement à gauche, ça vaut 59. Aller tout droit, ça donne 62. Aller tourner à droite, ça vaut 57, etc. Donc là, je lui fais faire juste une action, il va aller tout droit. Et là, bien sûr, heureusement, aller tout droit, ça ne vaut plus 52, maintenant c'est descendu à 28, tandis que tourner à droite vaut 33. Donc là, vous voyez, il est déjà réussi à apprendre que quand je suis face à un mur, il vaut mieux tourner pour sortir du mur. Et donc, où est-ce que j'en étais? Voilà, il apprend à donner des valeurs à chacune des actions possibles, et la plupart du temps, bah, il va choisir l'action de la plus haute valeur. Mais s'il faisait ça tout le temps, eh bien, il pourrait risquer de passer à côté de quelque chose. Par exemple, on a des situations qu'on voit avec les enfants où le robot se met à tourner en rond et il est content de toujours tourner en rond, il tourne toujours en rond et il ne découvre jamais que aller tout droit en fait peut lui donner plus de points. Donc, pour qu'il découvre que, par exemple, c'est aller tout droit qui donne le maximum de points, eh bien, il faut qu'il fasse des explorations, c'est-à-dire que de temps en temps, il essaye autre chose. C'est vraiment quelque chose de spécifique à l'apprentissage par renforcement qu'on doit apprendre, mais on doit aussi explorer. Donc là, voilà, on a notre robot qui apprend. Donc là, où en est-il dans son apprentissage? Il apprend, il a grosso modo appris à faire la ligne droite. Il a aussi appris à tourner quand il tape dans un mur. Par contre, il est encore un petit peu loin pour ce qui est d'anticiper les murs et de tourner avant les murs. Même si, ah là, il y a eu des petites, ça commence, disons. Alors là, il est bloqué dans le mur, voilà, il s'est débloqué, mais il s'est bloqué de l'autre côté. Oui. Ah oui, il a une consigne. La consigne, c'est, bah, je répète, hein, je m'appuie sur mon matériel. La consigne, vous voyez, c'est ça, c'est la récompense. C'est un programme auxiliaire qui donne des points. Ces points, ils apparaissent ici. Alors, ils apparaissent de deux manières. Ils apparaissent à travers le robot qui clignote en vert ou en rouge. Et vous le voyez aussi à l'écran, c'est cet onglet récompense. Donc, en fait, sa consigne, c'est choisir les actions qui vont donner le maximum de récompenses. Sauf qu'au début, il ne sait pas quelles sont les actions qui donnent le maximum de récompenses, et donc il doit les trouver. Donc voilà, au fur et à mesure, eh bien, il fait ses expériences, c'est-à-dire qu'il se prend les murs, il apprend que quand je fonce dans un mur, eh bien, je prends des points négatifs, et donc il essaye au maximum d'éviter ça, mais il essaye aussi au maximum, quand il n'y a pas de mur, ben, de choisir l'action aller tout droit. Et donc, en fait, tout son travail, là, c'est de, de savoir, d'apprendre à analyser les images pour estimer s'il peut aller tout droit ou s'il ne peut pas aller tout droit. Donc là, on l'a vu qu'il s'est pas mal amélioré. On avait un petit graphe pour voir ses améliorations. Alors, attendez, c'est un petit peu compliqué. Ah non, c'est là, peut-être. 60. Bon, j'arrive pas à le faire. Oh, il y a un petit bug là. Bon, c'est pas grave. Normalement, on peut voir une courbe qui montre son niveau qui s'augmente. Parce que oui, je vous ai parlé des récompenses, mais je vous ai pas parlé du niveau. Vous voyez, là, en fait, le niveau, bah, c'est simplement la moyenne des récompenses pendant une minute. Donc cette moyenne, elle augmente normalement au fur et à mesure du temps. Au début, il était plutôt bah, autour de 0. Là, il est autour de 50. Et quand devient super bon, eh bien, elle est autour de 80. Donc bon, je pense que vous avez faim, donc je vais continuer ma présentation. Mais il bah, faut juste me faire confiance qu'au fur et à mesure, voilà, le niveau continue de s'améliorer et le robot est de plus en plus fort pour aller tout droit quand il le peut, mais anticiper. Bah là d'ailleurs, là il nous fait une séquence pas mal du tout. Vous avez vu?
pas mal du tout. Alors, il s'est pris un mur, mais il s'est pris un mur à cause d'une exploration. Parce que les explorations, c'est bien au début parce on teste plein de choses, mais quand on continue à faire des explorations alors qu'on a bien appris, c'est-à-dire que souvent, on va exprès tester des choses qui ne sont pas forcément une bonne idée. Donc, je peux aussi couper l'exploration et voir si là, on a atteint un niveau intéressant. Bon, pas encore tout à fait. Enfin, ouais, bon. Très bien. Très bien. Donc, je m'approche de la fin. Ah oui, là, le titre est pas encore bon. C'est pas encore la conclusion, excusez-moi. Je voulais vous parler un tout petit peu des modèles de langage parce que finalement, la plupart d'entre vous, ben, votre contact avec l'IA, c'est à travers des chatbots. Donc, quel est le lien entre ce que je vous ai montré avec un robot et des modèles de langage? Ben, je vous ai déjà expliqué qu'un modèle de langage, il va, de la même manière que l'IA du robot, traiter une entrée et fabriquer une sortie. Seulement, l'entrée, c'est du texte et la sortie, c'est du texte. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il a été entraîné sur des grands corpus, on lui a donné plein d'exemples de texte, et en fait, il est capable de générer du texte dont les statistiques, en termes d'occurrence de mots, de conjugaison, de sens, bien sûr, correspondent à du vrai texte rédigé par un humain. Donc, le parti que j'ai pris là pour vous expliquer les LLM très rapidement, c'est de vous expliquer l'acronyme GPT dans ChatGPT. Alors, GPT, c'est pour Generative Pre-trained Transformer. Alors, génératif, ça c'est facile, on parle beaucoup des IA génératives. Les IA génératives, c'est les IA qui génèrent des données riches. En fait, toutes les IA, je vous ai expliqué, elles génèrent quelque chose, elles génèrent toute une sortie. Mais le robot, il doit générer un nombre entre 1 et 5 pour dire quelle action je choisis entre 5 actions possibles. Donc, on ne va pas appeler ça une IA générative. Par contre, des IA qui génèrent des images ou bien du texte, on va appeler ça des IA génératives. Donc, le génératif, c'est juste une sortie riche. D'accord Je garde le meilleur pour la fin, donc on va parler du pre-trained. Le pre-trained, c'est pré-entraîné. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on lui a donné des données de texte massives, comme je vous expliquais, dont il est capable de s'inspirer pour extraire les statistiques et être capable à son tour de produire du texte. Mais si je veux réentraîner entraîner ma propre IA sur mes propres données d'entreprise, par exemple, pour faire un chatbot qui va être capable de répondre aux questions des utilisateurs sur le robot AlphaI, eh bien, je ne veux pas entraîner un modèle d'IA de zéro. Je ne veux pas lui redonner toute une base de données, faire tourner des serveurs de Microsoft pendant 6 mois. Je voudrais juste un peu perfectionner un modèle existant en lui rajoutant mes données. Et donc, c'est ce qu'on fait. On a GPT qui est un modèle pré-entraîné. Il a subi un apprentissage très coûteux sur des données extrêmement massives pendant très longtemps. Et après, je peux prendre GPT et je vais aller encore modifier à la marge les paramètres de ce modèle pour le faire prendre en compte mes propres données supplémentaires. Et donc, ça va faire un apprentissage plus léger et plus rapide. Donc, voilà le concept du pre-train. En fait, c'est un modèle de langage. On va aussi parler de modèle fondationnel parce que je peux prendre cette fondation pour ensuite aller créer d'autres modèles de langage plus spécialisés. Et maintenant, le transformer, ben ça c'est la technique qui est au centre des modèles de langage. Et le but, c'est de transformer du texte en des nombres, parce que bien sûr, l'IA ne traite que des nombres, mais des nombres qui vont mettre en valeur les relations entre les mots. Alors, c'est ce que je vais vous expliquer. Parce que, et je pense qu'une question que beaucoup d'entre nous se posent, c'est mais comment est-ce que les IA arrive à faire des choses qui arrivent à comprendre ce que je lui dis. Enfin, pour moi, la compréhension, c'est autre chose que des statistiques et juste des mathématiques, quoi. Eh bien, je ne vais pas répondre de manière globale à cette question, mais je vais donner une petite illustration. Donc, la technique Transformers transforme des nombres qui représentent du texte, tout en mettant en valeur les relations entre les mots, et ça a été inventé par des équipes de Google en 2017. Donc, on va analyser cette phrase. Marc met le pichet au frigidaire pour le rafraîchir. Et donc, une des premières étapes des modèles de langage, c'est de découper la phrase en tokens. Donc, les tokens, pour faire simple, on va dire que c'est les mots de la phrase, même si des tokens, en fait, ça peut être des moitiés de mots qui sont combinés ensemble, etc. D'accord? Mais là, pour l'instant, je vais prendre les mots. Et le but, ça va être on va convertir ces mots en nombres. Donc,
Donc ça s'appelle l'embedding. Embedding, le mot en anglais embed, je ne sais pas forcément le traduire en français. Représenter, quoi. Mais en fait, au départ, on parle de représentation où les mots, bon, chacun ont leur représentation, qui correspond à la représentation de base de ces mots-là dans le dictionnaire. Mais après, on veut faire un petit peu transformer ces représentations pour qu'elles viennent capturer quelque chose du contexte de la phrase et de la signification de la phrase. Alors en particulier, on va s'intéresser à ça. Donc là, au lieu d'utiliser des nombres, je vais prendre des couleurs. Vous voyez, là, trois nombres, ça représente une couleur. Et je vais représenter des couleurs parce que ça va être plus facile de voir quelles sont les couleurs qui sont proches les unes des autres. Et donc, en fait, une des étapes dans la compréhension d'une phrase, c'est de se dire quels sont les mots proches les uns des autres au niveau du sens. Et par exemple, quand je dis le pichet, bah, le ici désigne le pichet. Et donc, dans la représentation sous forme de nombre, eh bien, le mot le, au fur et à mesure des étapes de transformation. Donc, au début, il n'y a pas de. Au début, on part d'une phrase où chaque mot a une couleur différente. Ah ben, je ferai ça pour mes prochaines slides. On part de couleurs complètement un peu aléatoires. Et puis, au fur et à mesure des étapes de Transformers, eh bien, les mots plus proches les uns des autres vont avoir des couleurs proches les unes des autres. Donc, le va avoir une couleur proche de pichet. Et puis, le qui est ici, ça c'est le plus difficile dans la phrase, parce que le ici, il pourrait faire référence à Marc, au pichet ou au frigidaire. Eh bien, grâce à toute sa base de données de nombreux textes que LLM a appris, eh bien, il est capable, de manière automatique, en fait, sur une phrase comme ça, de savoir que le ici, avant le mot rafraîchir, etc., ça va désigner plutôt le terme le pichet et non pas le frigidaire ou ni marque. Et du coup, voilà, chaque mot va avoir une coloration. Vous voyez, frigidaire en bleu. Rafraîchir, ben, rafraîchir est proche du frigidaire, il est aussi proche du pichet, puisque c'est le pichet qui va être rafraîchi. Par contre, marque, il est complètement à l'autre bout de la phrase, etc. Donc, bon, ça explique ce que ça explique. Hein. Il y a encore beaucoup de mystères derrière tout ça. Mais bon, vous pouvez retenir ça, qu'une des étapes qui va être répétée et répétée de nombreuses fois dans l'analyse de texte par un LLM, c'est cette étape de Transformers qui va essayer d'améliorer les représentations de chaque mot à l'intérieur de la phrase. Voilà, et donc pour terminer, bon, quel va être le futur de l'IA? J'aime bien montrer ça, à savoir que, vous voyez, je vous ai parlé au début des systèmes experts qui analysent des règles avec l'exemple des jeux d'échecs, et je vous ai parlé ensuite des machine learning. Alors, il ne faut pas penser que le machine learning a complètement remplacé les systèmes experts. Je vous en donne une illustration. En 2022, quand on utilisait ChatGPT 3.5, on lui demandait 4567 fois 9876 et il nous donnait un résultat. Et si on refaisait l'opération avec une calculatrice, on s'apercevait que le résultat était faux. Parce que le machine learning n'a pas réussi comme ça à capturer toutes les règles de comment on fait une multiplication. Eh bien, comment fait ChatGPT 4, celui que vous allez utiliser aujourd'hui? Eh bien, il vous dit le produit de 4667 est égal à 45 millions, etc. Et il vous met même un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir plus d'informations sur comment il a obtenu le résultat. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'il a généré un code Python, et il a exécuté ce code Python, et il a capturé le résultat de ce code Python. Donc ça veut dire que maintenant, des systèmes de type LLM eh bien, deviennent capables d'actionner d'autres systèmes, d'appeler des fonctions, de générer un code Python. Et grâce à ça, eh bien, en fait, ils vont pouvoir faire appel à des techniques, notamment des systèmes experts. Donc on pourrait très bien imaginer, par exemple, demain, aujourd'hui, ChatGPT ou le chat de Mistral jouent très mal aux échecs. Ils inventent des coups, ils font n'importe quoi. Mais on pourrait très bien imaginer un processus d'hybridation où, en fait, ChatGPT va appeler un algorithme d'échecs comme Stockfish et l'utiliser et jouer de manière excellente aux échecs. Donc aujourd'hui, l'hybridation des systèmes apprenants, c'est quelque chose d'important. Et puis je pense qu'aussi, la robotique, il y a beaucoup d'investissements dans le domaine de la robotique, c'est-à-dire tout ce qu'on voit aujourd'hui sur nos écrans, de le porter dans la vie réelle, avec des robots, bien sûr, des voitures autonomes qui vont se déplacer automatiquement, mais également dans les usines, des robots humanoïdes qui vont pouvoir faire beaucoup de tâches différentes les unes des autres. Et donc voilà ma vraie conclusion qui arrive.
Donc, je vous ai remis le petit résumé pictogramme, hein. Donc, l'ancienne IA, c'était je fixais des règles. Ensuite, l'apprentissage supervisé, je donne des exemples à partir desquels l'IA apprend ses propres règles. Et puis, l'apprentissage par renforcement, c'est je donne plutôt un but. L'IA fait ses explorations pour créer des données d'apprentissage, pour lui permettre de fixer ses règles. Et donc, ces petits pictogrammes, ils ont été aussi choisis pour montrer que l'humain est toujours derrière. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'humain sera toujours derrière. Alors, excusez-moi, il y avait une boîte verte déjà de dire, grâce à l'IA, en fait, le champ d'action de l'humain est largement augmenté. Au lieu de devoir faire les choses par soi-même, on donne juste un but à l'IA et puis elle va le faire pour nous. Et puis, il y a aussi un aspect que je trouve très intéressant, c'est la démocratisation du savoir, parce qu'on peut se plaindre dans notre monde si compliqué que quand on fait de la recherche, par exemple, on va s'intéresser qu'à une toute petite fraction de la connaissance. Et bien, grâce en fait, les chatbots, les LLM, c'est l'encyclopédie du 21e siècle, quoi. C'est-à-dire qu'on a un accès à la connaissance qui est largement facilité, et donc tout un chacun peut avoir accès à la connaissance la plus globale. Mais il y a quand même ces grandes questions. Est-ce qu'il y aura toujours besoin de l'homme? Et donc, la question, on peut aussi la formuler. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'homme qu'il n'y a pas forcément dans les IA? Et puis, il y a une autre sous-question qui est, ça peut être aussi quelques hommes qui vont régler les machines et une majorité de personnes qui vont être des laissés pour compte. Donc, je pense que, pour moi, hein, je rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus personnel. Je ne véhicule pas une vision partagée par tous, mais je pense que ce sont les grandes questions qui sont posées par les IA aujourd'hui. Et donc, je fais 2 slides pour chacune des autres. Et donc, par rapport à ce qu'il y a de spécial dans l'homme, alors c'est vrai qu'en neurosciences, on utilise un modèle complètement symbolique et formel du cerveau. Le but, c'est de mettre le cerveau en équation. Mais est-ce que c'est la vérité ultime sur le cerveau qu'on est en train de trouver ou pas? En fait, ça, on ne sait pas, et ça devient une question de... Après, ça devient une question de croyance personnelle, j'ai envie de dire. Mais donc, il y a la seule chose, je voudrais juste alerter, qu'il y a peut-être un triomphe tel de la technologie aujourd'hui que certaines peut-être entreprises veulent nous faire croire qu'on a déjà tout résolu du cerveau et que aujourd'hui tout est processus physique et il n'y a pas de différence sur un plan algorithmique entre l'homme et la machine. Et donc, voilà, c'est juste une remarque que je veux faire remarquer, c'est qu'en fait, il ne faut peut-être pas se laisser trop manipuler par ce raisonnement qui est quand même, qui n'est pas aujourd'hui, c'est une vérité scientifique établie. Le raisonnement humaniste aurait plutôt tendance à dire, ouais, moi j'ai une expérience intérieure de la vie et de la conscience, etc. Et toutes ces choses-là ne sont pas encore expliquées par les neurosciences. Et donc, l'assimilation algorithmique n'est peut-être pas si simple. Voilà, juste le partage de quelques opinions. Et tous les hommes, ou juste quelques-uns, il faut bien voir que l'IA, c'est un lieu d'affrontement entre grandes puissances. Enfin, la maîtrise de l'IA, c'est vraiment quelque chose de capital, autant au niveau géopolitique, la maîtrise par différents États, qu'à l'intérieur d'une nation, qui sont les élites qui vont maîtriser l'IA et celles qui vont plutôt juste l'utiliser ou la consommer. Et donc, mais là, on est plutôt dans un peu une sorte de continuité avec tous les développements technologiques antérieurs, hein. On a déjà eu des révolutions industrielles et leurs conséquences sociales. Donc, c'est sûr que l'IA présente un risque de précarité accru, même d'un retour de l'indifférence. Et donc, il faut œuvrer pour une prise de conscience. Mais cette prise de conscience, elle existe quand même. Et par exemple, dans toutes les conférences d'IA, il y a toujours un petit... Alors, est-ce que c'est du décorum ou pas? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup d'initiatives de type AI for Good. Enfin, il y a une conscience globale dans la communauté scientifique d'une importance des enjeux d'IA éthiques et puis aussi d'IA open source pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Et puis, bien évidemment, là où je suis personnellement concerné, c'est l'enjeu d'éducation pour permettre à tous de s'approprier la technologie. Et nous, c'est ce qu'on fait avec nos petits robots. Je vous remercie pour votre attention.